Salut et nous voilà dans un nouveau tutoriel et cette fois on va parler sur les firewalls ou bien en français les pare-feux. Et précisément on va parler du firewall IPCOP. Cette vidéo est présentée par moi Ali El-Hor et Hamza Bourchouch. Pour notre plan, on va voir une petite introduction. C'est quoi un pare-feu? Quelles sont ses fonctionnalités? Aussi, quels sont ses types? Et puis, on va parler en général sur le fameux firewall IPCOP. Et à la fin, on va voir comment l'installer et comment l'utiliser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on doit savoir tout d'abord pourquoi un pare-feu, c'est quoi un pare-feu, comment il fonctionne, c'est quoi un proxy et le rôle de la zone DMZ. Alors, pourquoi un pare-feu? De nos jours, la plupart des entreprises possèdent de nombreux postes informatiques qui sont en général reliés entre eux par un réseau local. Ce réseau permet d'échanger des données entre les divers collaborateurs internes à l'entreprise et ainsi de travailler en équipe sur des projets communs. La possibilité de travailler collaboratif apportée par un réseau local consiste un premier pas. L'étape suivante concerne le besoin d'ouverture du réseau local vers le monde extérieur, c'est-à-dire Internet. En effet, une entreprise n'est jamais complètement fermée sur elle-même. Il est par exemple nécessaire de pouvoir partager des informations avec les clients de l'entreprise. Ouvrir l'entreprise vers le monde extérieur signifie aussi laisser une porte ouverte à divers acteurs étrangers. Cette porte peut être utilisée pour des actions s'ils ne sont pas contrôlés et peuvent nuire à l'entreprise. Pour parer à cette attaque, une architecture de réseau sécurisé est nécessaire, où on va mettre en place un composant essentiel qui est le firewall. Cet outil a pour but de sécuriser au maximum le réseau local de l'entreprise, de détecter les tentatives d'intrusion et d'y parer au mieux possible. Cela permet de rendre le réseau ouvert sur Internet beaucoup plus sûr. Maintenant, c'est quoi un pare-feu? Un pare-feu, son rôle, c'est de permettre d'empêcher les pirates informatiques et certains types de logiciels malveillants d'accéder à votre Internet via un réseau ou Internet. Pour ce faire, il vérifie les informations provenant d'Internet ou d'un réseau, puis les bloque ou les autorise à accéder à votre ordinateur. Vous allez me dire, oui, on a compris, mais c'est quoi ce pare-feu? Est-ce que c'est un matériel qu'on doit le mettre en œuvre ou bien c'est juste une application qu'on doit l'installer? Et pour répondre à cette question, je vous affirme qu'il y a deux types de firewall. Le firewall logiciel, comme on va voir le logiciel IPCOP, et il y a aussi des firewalls matériels. Il faut faire attention à une chose, c'est qu'un pare-feu n'est pas la même chose qu'une application antivirus ou anti-programme malveillant. Les pare-feux protègent contre les vers et les pirates informatiques. Les applications antivirus protègent contre les virus et les applications anti-programmes malveillants protègent contre les programmes malveillants. Vous avez besoin des trois. Vous pouvez utiliser Windows Defender, le logiciel antivirus et anti-programme malveillant fourni pour Windows, et pour GNU Linux, vous pouvez utiliser ClamAV ou bien Bitdefender. Alors revenons à nos moutons et voyons comment fonctionne le firewall. Comme vous voyez ici, c'est un PC qui se trouve dans notre entreprise. Bien sûr, c'est dans notre réseau LAN. Et ici, on trouve un autre ordinateur qui se trouve dans un réseau WAN. Comme son nom l'indique, le pare-feu a un rôle de protection entre votre réseau informatique et le réseau extérieur. La finalité est de prévenir tout trafic anormal, voire des tentatives d'intrusion d'ordinateurs externes. Pour communiquer ensemble, deux ordinateurs utilisent des canaux. Ces canaux
Ils s'appellent des ports. Chacune de vos actions sur Internet et donc chaque action de votre PC vers un autre utilise un port différent. Le firewall a pour rôle d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de ces ports. Et pour les composants d'un pare-feu, on trouve le routeur filtrant qui transfère les paquets IP d'un réseau à l'autre. Il utilise essentiellement deux techniques pare-feu, le filtrage des paquets et la translation d'adresses qu'on appelle le NAT. Un autre avantage pour les pare-feux, c'est qu'ils contiennent un proxy. Alors un proxy, c'est quoi? Un proxy est une application qui sert d'intermédiaire entre un client et un serveur. Le client envoie sa requête au proxy et celui-ci la remet en direction du serveur. De même, la réponse du serveur est reçue par le proxy qui la retransmet au client. Un proxy peut être configuré pour filtrer les requêtes. Il y a essentiellement deux types de proxy. Le proxy applicatif associé à certains protocoles HTTP et FTP. Les proxys transparents qui sont des intermédiaires pour tout type de protocole TCP. Une dernière définition qu'on va voir, c'est la DMZ, ou bien Delimitarized Zone, ou zone délimitarisée. C'est un réseau accessible à partir du réseau extérieur et qui abrite les remparts. L'accès au réseau est contrôlé par des routeurs filtrants. Après avoir connaître c'est quoi un pare-feu et comment il fonctionne, il est temps de savoir de quoi il protège notre réseau. Le filtrage des paquets? Bien sûr que oui, parce que le pare-feu filtre les données et prend l'initiative d'autoriser ou bloquer chaque paquet. Détection d'intrusion? Certains firewalls permettent de signaler toute tentative d'intrusion de l'extérieur, en plus de simplement la bloquer. Donc c'est oui. Filtrage des contenus, c'est une bonne réponse parce que le firewall peut gérer des règles pour autoriser ou restreindre l'accès à certains sites, mots-clés ou contenus inappropriés. En ce qui concerne les attaques internes, les utilisateurs à l'intérieur de votre réseau ne sont pas par définition surveillés par le pare-feu. La parade contre ce type d'attaque consiste à allouer ou non des droits d'accès sur telle ou telle partie de votre réseau à tel ou tel utilisateur. Alors, c'est non. Et la dernière chose, c'est les virus informatiques. Comme on a vu avant, c'est non parce que les firewalls peuvent éventuellement détecter les virus sur les réseaux. Cependant, avec la nature changeante de cette menace, il est préférable d'acquérir un logiciel antivirus. On va voir les différents types de firewall, notamment les firewall bridge et les firewall matériels. On va pour mieux comprendre en fait le fonctionnement des firewalls, on va voir les différents types de firewall, pardon. On va avoir le filtrage simple de paquets, le filtrage de paquets avec état et le filtrage applicatif. On finira par une mise en place d'un firewall IPCOP dans la partie TP. Alors, pour les firewall bridge, en fait, ils sont très répandus car ils agissent comme des vrais câbles réseau avec une fonction de filtrage en plus. Et leur particularité, c'est que leur interface, en fait, ne possède pas d'adresse IP et ne font que transférer les paquets d'une interface à une autre en leur appliquant les règles prédéfinies. Alors, si vous voulez, cette absence est particulièrement utile, en fait, car cela signifie que le firewall est indétectable pour quelqu'un en fait qui veut intégrer en fait ou s'infiltrer dans le réseau plutôt. Alors donc la seule façon c'est d'essayer de contourner les règles et ces firewalls se trouvent typiquement sur les switches. Alors l'avantage de ce type de firewall en fait c'est qu'ils sont peu coûteux et le paquet passe par les interfaces donc on voit bien les paquets avant quand ils passent. Ils sont traçables.
Mais l'inconvénient, c'est que les fonctionnalités sont très basiques. Donc, ceci dit, en fait, que ce type de firewall n'apporte pas en fait une sécurité maximale. Et il est dur à configurer en plus. Alors, pour les firewalls matériels, ils se trouvent souvent sur des routeurs achetés dans le commerce, par exemple des grands constructeurs comme Cisco. Et ils sont intégrés automatiquement dans la machine et ont une intégration parfaite avec le matériel. Alors, leur avantage, c'est qu'ils ont une interaction en fait avec les autres fonctionnalités de routeur. Et cette interaction est simplifiée par la présence sur le même équipement réseau. Mais le bémol, c'est que leur configuration est souvent difficile et peu flexible en termes. Ils sont aussi en fait peu vulnérables aux attaques car ils sont présents dans le routeur. Donc la sécurité est mieux que les firewall bridge. Alors, parmi les autres avantages, ils sont intégrés au matériel réseau comme je l'ai mentionné. Et l'administration est relativement simple et ils ont un bon niveau de sécurité comme je viens de le dire. Et pour les inconvénients, en fait, on dépend du constructeur pour les mises à jour car le constructeur produit des systèmes de code afin d'authentifier le logiciel comme des systèmes RSA. Alors, on passe au type de filtrage. Alors, on commence par le filtrage simple de paquets. C'est la méthode de filtrage la plus simple car en fait, elle opère sur la couche réseau et transport du modèle OSI. Et la plupart des routeurs d'aujourd'hui permettent d'effectuer du filtrage simple de paquets. Et cela consiste en fait à accorder ou refuser le passage de paquets d'un réseau à un autre se basant sur l'adresse IP source et destination, ainsi que le numéro de port source et destination. Alors, ceci nécessite de configurer le firewall ou le routeur par des règles de filtrage, généralement appelées des ACL, Access Control List. Alors, le premier problème que vient du fait que l'administrateur réseau a rapidement contraint à autoriser un très grand nombre d'accès pour que le firewall offre une réelle protection. Par exemple, je donne un exemple pour illustrer les choses. Pour autoriser, par exemple, les connexions à Internet à partir d'un réseau privé, en fait, l'administrateur devra accepter toutes les connexions TCP provenant de l'Internet avec un port supérieur à 1024. Alors, en ce qui concerne le filtrage de paquets avec état, euh, c'est que lorsqu'un firewall est dynamique, et ceci signifie qu'il examine les paquets au niveau de la couche réseau également, comme le filtrage paquet. Mais au lieu d'appliquer des règles de filtrage simples sur ces informations, en fait, il utilise une méthode plus intelligente ou plus avancée pour bloquer le trafic non autorisé. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse les données pour s'assurer que les requêtes connexion sont soumises dans le bon ordre. En fait, si vous voulez, ce type de firewall suit chaque session de communication du début à la fin et il applique des règles déterminées en fonction du protocole, du port et des adresses d'origine ou des adresses sources et de destination. Et en gérant toutes les données d'une session, en fait, le firewall peut rapidement vérifier que les nouveaux paquets entrants satisfait les critères pour le trafic autorisé. Alors, les paquets qui ne font pas partie, bien sûr, d'une session autorisée sont automatiquement rejetés. Donc, les firewalls dynamiques ont l'avantage d'être à la fois avancés et rapides. Mais le bémol, c'est qu'une fois que l'accès à un service est autorisé, en fait, il n'y a plus de contrôle sur l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle effectué sur les requêtes et réponses entre le client et le serveur. Alors, on peut prendre en fait, pour mieux comprendre le filtrage, je vais vous donner l'exemple, par exemple, de NetFilter, qui est un framework, c'est-à-dire un ensemble cohérent de composants logiciels qui implémente un pare-feu, au sein du noyau Linux à partir de la version 2.4. En fait, NetFilter, si on peut dire, il se base sur iptables, qui est un logiciel libre de l'espace utilisateur Linux,
grâce auquel l'administrateur système peut configurer les chaînes et les règles d'un pare-feu en espace noyau. Alors, pour résumer un peu tout ça, en fait, iptables est un outil qui permet en fait à un administrateur de configurer NetFilter, tout simplement. Alors, pour voir iptables, en fait, il faut connaître trois choses: les tables, les chaînes et les règles. Alors, en ce qui concerne les tables, il y a la première table qui est la table par défaut, filter, pardon. Et en fait, son rôle, c'est de filtrer les paquets. En fait, c'est-à-dire, c'est elle qui laisse passer les paquets ou les refuse. On va voir ça sur le terminal Linux, comment ça fonctionne. Alors, la deuxième table, c'est la table NAT, Network Address Translation. Et son rôle, c'est de traduire les adresses. Les règles de cette table, pardon, sont déterminées en fait, déterminent comment modifier l'adresse source du paquet et l'adresse destination. Et la troisième table, c'est Mangle. En fait, son rôle, c'est de modifier les entêtes des paquets. La deuxième chose à connaître dans ceci, c'est les chaînes. Alors, il existe 5 chaînes. Preroutine, en fait, elle est appliquée à n'importe quel paquet avant qu'une décision de routage ne soit prise. Après, on trouve l'input, c'est pour les paquets à destination de la machine. Forward, elle est appliquée pour les paquets qui traversent la machine. Output, c'est pour les paquets émis pour la machine. Et post-routine, c'est pour les paquets avant qu'ils ne soient transmis vers le matériel. Alors, il faut savoir que les paquets suivent séquentiellement en fait, chaque règle des chaînes. Et avant de passer, en fait, c'est chaque tableau en fait a des chaînes déterminées. Par exemple, pour filter, il a la chaîne input, forward et output. Pour Mangle, il a toutes les chaînes. Et pour le NAT, il a le pré-routine et l'output. Alors, pour les règles, en fait, c'est des commandes définies pour manipuler les paquets. Et c'est ce qui est. On trouve deux choses qui sont vraiment importantes. Pardon. C'est le motif de reconnaissance. Alors, pour la syntaxe, on va la voir un peu plus tard. Et en fait, le motif de reconnaissance peut être comme un protocole ou une adresse IP ou le port d'adresse ou d'interface ou autre chose. Et il y a aussi les cibles, c'est-à-dire en fait, c'est les actions qui sont effectuées et qui dirigeront les paquets. Il existe accept, drop, reject, plein de choses et ça dépend si les paquets conviennent aux critères. Alors, on se retrouve là maintenant sur une machine virtuelle qui fonctionne avec le système d'exploitation GNU Linux, tout simplement pour manipuler la commande iptables. Alors, comme je vous l'avais dit il y a un petit moment, en fait, on allait voir la syntaxe d'iptables. Alors, sa syntaxe est assez simple. En fait, il faut déjà faire sudo, il faut travailler avec sudo, iptables. On peut mettre, par exemple, comme option, bon là, n'allez pas taper la commande comme ça, mais là, c'est juste pour montrer la syntaxe. On met "-t", on met le nom de la table à laquelle on veut appliquer les règles. Comme je viens de le mentionner, il y a la table filter, il y a la table NAT et la table Mangle. Puis, on peut faire d'autres options. On peut les appliquer sur les chaînes, par exemple. Il y a plusieurs options. Il y a l'option, dans cette vidéo, là, je vais montrer l'option "-A", qui ajoute en fait les règles à la fin de la chaîne spécifiée. Donc, je mets "-A", par exemple, "-A".
mets le nom de la chaîne. Ça peut être en fait les noms de la chaîne, comme on l'a vu. Il y a pre-routine, il y a input, il y a forward, il y a output, il y a post-routine. Et il y a le motif de reconnaissance. Si on veut vulgariser les choses, en fait, ce motif, c'est comme une sorte de condition. En fait, si la condition est vraie, ben, on va appliquer l'action qui se retrouve juste après. C'est la cible, la cible. Sinon, ben, on passe à la prochaine règle de la chaîne s'il y a d'autres règles. Pour le motif, il y a plein d'options. Il y a tiré, par exemple, P, P pour le protocole, S pour l'IP source, D pour la destination. On met, voilà. Enfin, il y a tu mets l'option que tu veux. Après, ben, il y a la cible. Tout simplement, tu mets J et tu mets l'action que tu veux, on va dire, exécuter. Donc, il y a accept, il y a drop, il y a reject, il y a plein d'autres. Mais ça, c'est ce qui concerne en fait la syntaxe. Après, il y a plein d'autres options, bien sûr, mais on va voir que ces options en fait là, car le sujet principal de cette vidéo, c'est IPCOP, donc je ne peux pas tout traiter, en sachant que IPTables est une commande très très riche et très très large. Donc on pourrait même passer une vidéo complète là-dessus, mais le sujet c'est IPCOP. Là, c'est juste pour vous montrer en fait le principe des firewalls, du filtrage packet en fait. Alors, comme première commande, il y a une commande qui est très très simple. C'est en fait à lister la table, en fait la règle des tables par défaut. Alors on met sudo iptables, on met grand L euh, pour lister en fait la table et NC pour le format numérique et le V pour le verbal. On va nous demander le mot de passe bien sûr. Et là, comme on peut le voir, ben, il y a la table qui s'affiche, il y a la chaîne input, il y a la chaîne forward, il y a la chaîne output. Alors, ce qui est intéressant à connaître ici, c'est par exemple la target, c'est en fait l'action que va faire la règle. Le prot, c'est le protocole utilisé, le package. Et OPT, c'est-à-dire l'option d'IP. In and out, c'est les interfaces. Et source, c'est tout simplement l'adresse source. Et destination, c'est l'adresse destination. Alors, pour mettre comme exemple, par exemple, là, je vais accéder à un site web. Je peux voir que je peux accéder à ce site web là, que je vais bloquer après. Enfin, je vais bloquer l'accès à ce site web, tout simplement. mémoireonly.com. Alors, ça charge. Et bien sûr, je peux accéder tout simplement au site. Voilà, ça me donne le site. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une règle qui va bloquer l'accès à ce site-là. Alors, cette règle, c'est écrire sudo, on met iptables, on met l'option -A dont j'ai parlé il y a quelques minutes et je mets le nom de la chaîne. Pour cette chaîne, on va en mettre la chaîne input. Il faut la mettre en majuscule. Il y a un problème au niveau du clavier, au niveau de la majuscule. On met -S et là on peut mettre soit le nom de domaine, c'est-à-dire je vais mettre mémoireonline.com, soit l'adresse IP en fait du site web. Alors, je vais mettre tout simplement mémoireonline.com, c'est plus simple. Je vais mettre -J bien sûr et la cible, c'est-à-dire l'action qui va être effectuée, ça va être drop. Alors si on va voir sur la table,
peut voir clairement qu'il y a une règle qui s'est rajoutée. En fait, il dit comme quoi bloque tous les types de protocoles de toutes les interfaces qui viennent en fait de l'adresse suivante qui est l'adresse du site web mémoire online.com et voilà la destination. Alors comme on peut voir là maintenant, je vais vous montrer qu'en quoi je peux pas accéder à ce site. Ça va charger mais ça va pas, je vais pas pouvoir accéder au site tout simplement. Ça m'est connecté mais ça va jamais se connecter. Par exemple, je peux vous montrer comme quoi là maintenant je peux chercher par exemple YouTube. Là ça va, voilà, ça me charge la page tout simplement là. Je peux toujours pas accéder à la page web. Je pourrais pas y accéder tout simplement. Je vais fermer et je vais revenir au terminal pour en fait je vais enlever en fait cette règle que je viens de rajouter de la chaîne. Alors je vais mettre sudo toujours iptables. On met le -d dont j'ai parlé. Je vais mettre input et je vais mettre le nom, enfin le numéro de la règle. Ben, puisque j'ai qu'une seule règle ici, c'est la première règle. J'ai mis 1. Si j'avais deux règles, par exemple, et elle était à la deuxième ligne, ben, j'allais mettre 2 et comme si, enfin, vous avez compris. Bon, là, je vais mettre, j'ai enlevé cette règle. On peut voir la table des règles là maintenant. Voilà, il y a plus de règles. Et là, on peut voir, par exemple, je vais mettre mémoire en ligne.com. Là, c'est Georges. Et là, je peux accéder à nouveau à la page web. Alors, bien sûr, mémoire en ligne, c'est pas un site, enfin, c'est pas un grand site web, je pense. Et il a probablement du coup un seul serveur. C'est pas comme la plateforme, par exemple, YouTube ou Facebook ou Google. En fait, ces sites web, ils ont plusieurs serveurs, donc c'est difficile. Cette technique-là n'est pas vraiment fonctionnelle dans ce cas, puisqu'on ne peut pas savoir. C'est difficile, c'est presque impossible de connaître toutes les adresses IP de tous les serveurs sur lesquels, enfin, avec lesquels fonctionnent ces sites web. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, c'est changer, pardon, policy. Là, comme vous pouvez voir, policy, il y a accept. Et on va la changer à drop. En fait, c'est pour ignorer tous les paquets. Et pour, par exemple, accepter quelques sites web, on peut les rajouter après un par un. Donc, enfin, c'est une solution pour bloquer l'accès à YouTube et Facebook, etc. Ça va ignorer une fois tous les paquets, je peux accéder à rien. Et je dois rajouter chaque site web dans ma table de règles si je veux y accéder. Donc là, je vais bloquer l'accès. Bon, je vais déjà vous montrer comme quoi, bon, enfin, vous avez vu comme quoi j'ai accédé par exemple à YouTube. Là, je pouvais accéder à n'importe où. Là, je vais mettre sudo iptables tiré en p, enfin p majuscule, pardon, input. Je vais mettre drop. Là, je vais réafficher la table à nouveau. Là, il y a drop pour la chaîne input, ben, forward, j'ai pas changé, ben, il reste toujours policy accept, etc. Bon, là, on peut voir, si je vais par exemple aller chercher YouTube, par exemple Facebook, ça va me mettre connecté, mais ça va pas, je ne pourrai pas accéder à YouTube ni Facebook, même si j'ai la connexion. Alors, ça sera tout pour iptables.
car je vais m'arrêter là. Et là maintenant, je vais juste vous parler un petit peu du filtrage applicatif. Pour le filtrage applicatif, en fait, il protège contre les attaques au niveau de la couche application. Euh, et les requêtes sont traitées en fait par des processus dédiés, pardon. Par exemple, on peut prendre une requête de type HTTP, elle sera filtrée par un processus proxy HTTP. Alors, le pare-feu rejettera toutes les requêtes qui ne sont pas conformes aux spécifications du protocole. Mais en fait, il est la difficulté, c'est qu'on ne peut pas réaliser un filtrage qui ne laisse rien passer vu le nombre de protocoles du niveau 7 de la couche aussi. Passons maintenant à notre deuxième partie du tutoriel, c'est le firewall IPCOP. Alors, qu'est-ce que IPCOP? IPCOP est un projet open source dont le but est d'obtenir une distribution GNU Linux complètement dédiée à la sécurité et aussi service essentiel d'un réseau. C'est une distribution Linux faite pour protéger un réseau des menaces d'Internet et surveiller son fonctionnement. IPCOP est gratuit, il est téléchargeable sous forme d'un fichier. IPCOP est distribué sous Linux GNU General Public License, ce qui signifie en d'autres termes que le logiciel en lui-même est distribuable gratuitement. En utilisant IPCOP, vous pouvez en profiter de ces services. Et parmi ces dernières, la distribution de pare-feu basée sur Linux stable, sécurisée et hautement configurable, une administration facile depuis un navigateur par l'intégration d'un serveur web, un client DHCP permettant éventuellement à IPCOP d'obtenir une adresse IP de votre faille, aussi un serveur DHCP vous permettant de configurer facilement les machines de votre réseau interne, sans oublier le réseau mandataire web proxy pour accélérer l'accès à web, et finalement un système de détection d'intrusion pour identifier les attaques externes sur votre réseau. Un autre avantage d'IPCOP, c'est qu'il peut segmenter notre réseau local en un réseau vert, sûr, protégé de l'Internet, un réseau bleu pour le réseau local Wi-Fi et un réseau orange, zone démilitarisée ou DMZ, en partie protégée de l'Internet, rassemblant les serveurs publiquement accessibles. La possibilité de répartir la bande passante, par exemple, pour fixer une priorité plus élevée aux services interactifs tels que SSH ou Telnet, une priorité élevée à la navigation web, mais une priorité faible aux services gourmands tels que FTP. On a bien compris l'importance du firewall IPCOP et ses avantages. Il est temps de passer aux pratiques. Et le voilà notre petit schéma qu'on va marcher avec. Ici, on a une première interface qui est liée au routeur. Ici, c'est la zone rouge. L'adresse qui va prendre cette interface, c'est d'après le DHCP. Alors, elle va prendre une adresse IP du routeur qui appartient à moi. Et l'autre interface, on va lui donner une adresse 10.0.0.1 et ici on a une machine avec une adresse 10.0.0.10 où on peut faire n'importe quelle adresse vous voulez. Le lien de téléchargement, je vais le poser dans la description et on va utiliser VMware pour créer une machine virtuelle. Alors on tape créer une machine virtuelle, customer ou bien personnalisé, next, puis ici on va cocher cette case et on va faire browse pour chercher l'image ISO et la voilà ici. On va la sélectionner puis on tape next. C'est une extension Linux, on va faire next et pour le nom on va l'appeler IPCOP. Ici, c'est le chemin où
la localisation où va s'enregistrer cette machine virtuelle. On tape Next. Ici, pour le nombre de processeurs, on va laisser par défaut 1. Ici c'est la RAM, on peut donner pour IPCOP 512 MB. Ici pour Network Connection, ça veut dire les cartes réseau qu'on doit utiliser, on peut faire Use Bridge Network. Après, on doit les configurer pour ajouter deux cartes réseau. Puis Next. Pour le type de disque dur, on peut choisir SATA. Next. On va créer un nouveau disque virtuel où on va faire 20 GB. On laisse ça par défaut et il va créer le disque. Maintenant, il est temps d'ajouter une carte réseau. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire Add et on va ajouter Network Adapter, Finish, et on va la poser dans la VMnet 8. Ça veut dire qu'on va avoir une interface réseau sur la VMnet 8. On fait Close et Finish. Après, on va démarrer notre machine virtuelle. Maintenant, pour se déplacer, on utilise les flèches haut ou bas. Et pour aller à OK, on utilise la touche droit. Dans cette étape, on choisit la langue. Alors, on va choisir la langue française. Après, on va faire OK. Et maintenant, on va configurer le clavier. C'est QWERTY. Et maintenant, on va taper sur Q pour aller à AZERTY. Et on fait OK. Pour le fuseau d'horaire, on est GMT. Alors, on doit cliquer sur G pour aller à GMT. Normalement, on ne doit pas changer l'heure. Mais pour nous, parce qu'on est GMT plus 1, on doit ajouter une heure. Et on fait OK. Maintenant, on détecte nos matériels et on va trouver qu'il y a notre disque dur ici, qu'on va l'installer. Ici, il nous dit qu'il va formater le disque dur. Ce n'est pas problème parce qu'on n'a pas mis quelque chose dedans. Et ici, on choisit disque dur. On va lui laisser faire la partition du disque tout seul. Pour la restauration, on choisit passer. Maintenant, il faut faire attention à cette chose. Il nous dit que vous pouvez accéder depuis un navigateur au serveur grâce à l'adresse qu'on va changer après. Et aussi, il y a après l'adresse 2.8443. Ça, c'est le port qu'IPCOP l'utilise. Pour le nom de hôte, on choisit IPCOP. Pour le domain name, si vous n'avez pas un domain name, vous cliquez sur passer. Et maintenant, on va configurer nos interfaces. Alors, on revient à notre schéma. Ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a créé deux interfaces. La première, c'est celle-là, et la deuxième, c'est celle-là. Alors, pour l'interface rouge, on va lui donner DHCP. Comme ça, elle va prendre une adresse du routeur. Et pour la deuxième interface, on va lui donner une adresse 10.0.0.1. On revient à notre serveur et on est dans l'interface rouge. Alors, dans l'interface rouge, on doit choisir le DHCP. Vous pouvez choisir le statique, mais pour nous, on va choisir DHCP. On va faire OK. Et ce que vous voyez ici, ce sont les interfaces de votre pare-feu IPCOP. Alors, pour ne pas confondre entre ces deux interfaces, il faut donner à chacune une couleur. Pour cela, on tape sur Entrée.
Après, on choisit la couleur qu'on veut. Pour la première, j'ai choisi la couleur red. Et pour la deuxième, je vais choisir la couleur green. Bien sûr, orange, c'est pour la DMZ. Et bleu pour le Wi-Fi, si vous avez un point d'accès. On fait OK. Maintenant, on va configurer l'interface green. Comme dans notre schéma, on a donné une adresse 10.0.0.1 avec un masque 255.0.0.0.0. Et pour le nom d'hôte DHCP, si vous avez un nom d'hôte, vous tapez son nom puis vous faites OK. Mais pour moi, je vais faire passer. Pour le DNS, si vous avez activé dans l'interface rouge le DHCP, pas la peine de la remplir, mais si vous n'avez pas fait un DHCP, vous devez faire cette configuration suivante où on va faire le DNS primaire et le secondaire, puis on va donner la passerelle qui appartient à votre routeur personnel. Ici, c'est le DHCP de la zone green, ça veut dire c'est la zone LAN. Je vais faire passer. Maintenant, quand on va accéder à travers le serveur, on doit utiliser un mot de passe de vérification. Pour cela, je vais faire un mot de passe, par exemple, et je vais faire le même mot de passe. On clique sur Entrée. Après, on doit définir le mot de passe d'admin. On va faire notre mot de passe. Et on fait OK. Et à la fin, on doit choisir le mot de passe de clé de cryptage. Et on fait OK. Après, maintenant, il nous dit félicitations. Ça veut dire qu'on a pu installer IPCOP. Bien, maintenant, il va se redémarrer et on va pouvoir y accéder par commande en utilisant notre route, ou bien on peut y accéder graphiquement en utilisant un moteur de recherche comme Google, et on va utiliser notre mot de passe d'admin. Premièrement, on va accéder d'après le serveur. Alors on tape notre route et le password. On fait un petit clear pour effacer l'écran. Puis on va voir l'interface réseau de notre LAN en tapant ifconfig ou LAN 1. Et comme vous voyez ici, il y a notre adresse 10.0.0.1. On passe un ping à notre passerelle 192.168.1.1 et ça passe. Alors tout fonctionne. Et la deuxième solution pour accéder à ce serveur, c'est via le web. Donc ma machine et la machine virtuelle où il y a mon serveur doivent être dans la même carte réseau. On a choisi comme carte réseau la VMnet 8. Modifier l'adresse IP de ma machine personnelle. Je vais entrer à VMnet 8, propriété, IPv4, et je vais faire l'adresse réseau 10.0.0.2 et pour la passerelle je dois donner 10.0.0.1. Puis je fais OK. Et pour tester, on va pinguer. Alors la première chose que je vais faire, c'est ping 10.0.0.2. Je vais pinguer sur moi. Alors ça passe. Et ensuite je vais pinguer sur la passerelle ou bien mon serveur. Et comme vous voyez, ça passe bien. Maintenant, on peut y accéder à notre serveur via Google. Alors on est maintenant sur la page web
Ce qu'on va écrire, c'est l'adresse de notre serveur, c'est 10.0.0.1. Et après, on doit donner notre port. Pour accéder à IPCOP, le port qu'on va utiliser, c'est 84-43. Maintenant, vous pouvez avoir un problème parce que si vous tapez l'adresse comme ceci, on va vous rien donner, comme moi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé https et j'ai résolu le problème. Alors, on va à paramètres avancés et continuer vers le site 10.0.0.1. Alors, maintenant, il nous demande de donner notre admin. Alors, ce qu'on va faire, c'est admin et le mot de passe de l'admin. Bien sûr, l'admin, c'est pas le root. Ouvrir la session. Et nous voilà donc dans l'interface de notre serveur ou bien notre pare-feu IPCOP. Grâce à cette interface graphique, on peut facilement configurer notre pare-feu. Ici, on trouve plusieurs onglets. Il y a l'onglet système. On trouve tout ce qui concerne de près ou de loin le système en lui-même, c'est-à-dire la vérification et l'installation des mises à jour, la modification du password, etc. Sur l'onglet état, alors cet onglet concerne l'état général du système ainsi que le suivi des services actifs, utilisation de la mémoire, réglage des interfaces, courbe de trafic aussi, etc. Pour l'onglet réseau, ce menu fait en réalité référence aux connexions par modem. Il s'agit là de spécifier les paramètres de connexion ou d'installer le nouveau driver. Pour l'onglet service, il sert à configurer plus facilement les services IPCOP comme DHCP, DNS et proxy. Et pour l'onglet pare-feu, comme pour tout pare-feu qui respecte, il est possible de désactiver le ping ou ouvrir des ports pour laisser passer des applications. L'onglet avant-dernier, c'est l'onglet RPV. Il est possible de créer un réseau privé virtuel qui s'appelle un VPN pour relier des réseaux locaux de deux IPCOP. Et finalement, il y a l'onglet journaux où on peut obtenir un suivi des événements à travers deux journaux qu'on appelle des logs pour détecter les problèmes. Une chose très importante qu'on a oublié, c'est qu'on doit ajouter nos DNS. Pour moi, j'ai fait comme DNS 8.8.8.8 et pour le DNS secondaire 8.8.4.4. Comme ça, je peux accéder à Internet et aussi je peux accéder à mon serveur IPCOP sans aucun problème. On teste l'accès à Internet et on tape facebook.com et ça marche parfaitement notre connexion. Et aussi pour notre serveur IPCOP, comme vous voyez, il marche très bien. Système, mise à jour, pour voir s'il y a des nouvelles mises à jour à installer. Ici, comme vous voyez, il n'y a pas de mise à jour à installer. Sinon, on fait actualiser la liste des mises à jour pour avoir des nouvelles mises à jour et les installer. Alors on peut voir pas mal de choses ici, comme par exemple les graph systems. Alors les graph systems sont très utiles pour évaluer l'utilisation des ressources matérielles, comme les processeurs, les mémoires, les swaps, mais permettant également d'identifier les pics de sollicitation des ressources par plage horaire. On trouve aussi les courbes de trafic. Alors les courbes de trafic représentent le niveau de sollicitation de la bande passante par rapport au temps. Là aussi, il s'agit d'identifier les pics d'utilisation et des saturations du trafic. Ici dans journaux, vous pouvez voir le journaux du pare-feu, aussi la configuration des journaux, les journaux système, etc. Activer le serveur DHCP dans le réseau LAN
Alors ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur activer et on donne l'adresse du départ. C'est de 10.0.0.2 jusqu'à 10.255.255.254. Pour le bail, on donne 60. Ici pour le DNS, vous choisissez le DNS que vous voulez et vous mettez enregistrer. Et maintenant le service DHCP va être en fonction. Aussi vous pouvez faire un hôte statique si vous voulez. Vous donnez l'adresse IP de la machine et le nom de hôte et vous faites ajouter. Ainsi que un élément très important, c'est le serveur de temps. Parce que quand vous allez configurer votre pare-feu, vous pouvez autoriser les utilisateurs à entrer à tel ou tel jour, à telle ou telle heure. C'est pour ça qu'on doit avoir un serveur NTP pour que toutes les machines aillent la même heure. Ici, ce sont des NTP qui sont par défaut d'IPCOP et on fait enregistrer. Aussi, on peut faire un serveur mandataire ou bien proxy, on en parlé avant. Pour cela, on fait activer. Vous pouvez faire un mode transparent ou pas. Ici, vous pouvez faire un serveur proxy à distance. Vous devez activer les journaux, comme ça chaque action va être enregistrée. On fait l'enregistrement de l'URL aussi et on met enregistrer ici. Pour les options avancées, on peut faire ici le port de destination. Si vous voulez par exemple ajouter les SSH, vous donnez le numéro de port de l'SSH et vous faites son nom ici. Pour le contrôle d'accès, ici vous pouvez donner, comme vous voyez, les réseaux qui sont permis. Comme vous voyez ici, on a le réseau 10.0.0.0. Aussi, vous pouvez ajouter des adresses IP avec les adresses MAC ici. Et finalement, vous pouvez, comme on a dit avant, d'activer ou désactiver la connexion dans tel ou tel jour, à quelle heure. Et ici, dans le navigateur internet, vous pouvez l'activer et donner le type de navigateur que les utilisateurs doivent utiliser. Et ici, la méthode d'authentification, il n'y a qu'une, vous pouvez utiliser Radius. Aussi, vous pouvez faire un filtre d'URL. Ce que vous devez faire, c'est l'activer ici et ensuite donner le domaine des sites que vous ne voulez pas que les utilisateurs y accèdent et aussi l'URL. Ici, c'est la whitelist, c'est les sites que les utilisateurs peuvent y accéder. Alors, sur IPCOP, on retrouve également, encore une fois, IPTables, dont j'avais parlé auparavant. Alors ici, on retrouve les chaînes que j'avais expliqué. Il y a Input, Forward. On retrouve toutes les tables, Filter, Mangle et le NOT. Alors, grâce à IPTables, on peut faire le suivi des connexions. On clique sur État. Il y a connexion. Alors, ici, on retrouve l'adresse machine, notre adresse machine, qui communique grâce au protocole TCP avec la passerelle, qui a comme adresse 10.0.0.1. On voit qu'il reçoit les réponses et elle renvoie la réponse encore une fois à notre machine. Alors, par exemple, si on ouvre YouTube, par exemple, alors, ça charge. Si on rafraîchit, normalement, on doit avoir des paquets, voilà, qui communiquent. On peut voir que notre machine communique avec la partie Internet qui est en rouge. Alors, on peut voir que la machine là, elle communique en fait avec l'internet, la partie internet qui a comme adresse 204 par exemple 79.197.200 et cette adresse elle communique avec la carte réseau de l'ordinateur. C'est là, c'est
192, 168, 226, 133. Et ceci dit qu'on peut communiquer que le firewall acceptait le passage du paquet. Alors grâce à IPCOP, on peut rajouter aussi des services sur le pare-feu. Alors on a cette interface qui, ici on retrouve, si on veut rajouter le service, on désigne le nom du service, le protocole avec lequel on communique et le numéro de port. Ici, il y a déjà sur IPCOP, il y a pas mal de services. Les plus importants sont déjà ici par défaut. Par exemple, on retrouve le HTTP qui communique grâce au port 81 via port 81. L'HTTPS 8433. Il y a pas mal d'autres services ici qui sont déjà disponibles sur IPCOP. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris en gros c'est quoi un pare-feu et que vous êtes capable maintenant de faire un firewall IPCOP dans votre réseau. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Et finalement, n'hésitez pas de taper votre commentaire. Et merci, à bientôt.